Donc, on va démarrer maintenant avec François Sureau. Merci encore, François, d'être avec nous. Pour faire une brève introduction, vous le J'avais le savez, choix entre faire ça, j'avais le choix entre faire ça et garder les enfants de Raphaël, donc j'ai préféré ça. d'accord. Vous le savez, le président de la République a annoncé hier soir une prolongation du confinement. Et donc une extension dans le temps d'une privation importante de nos libertés. Et donc, on est très heureux d'accueillir ce soir François Sureau, donc, qui est avocat et écrivain, défenseur des libertés individuelles et fondamentales, entre autres, pour échanger sur cette question-là de la liberté. François Sureau, on ne vous présente plus, mais quand même, je tiens à noter que vous avez un parcours assez exceptionnel. Sciences Po, l'ENA, ancien membre du Conseil d'État, haut fonctionnaire, avocat et écrivain. Et pourtant, vous avez aussi trouvé le temps d'écrire de nombreux livres et il me semble des romans, des nouvelles et autres que je vous invite toutes et tous à découvrir. Et ces derniers mois, on vous a beaucoup entendu dans les médias pour dénoncer différentes mesures attentatoires aux libertés, et particulièrement ces dernières semaines. Alors, avant de parler de tout ça, peut-être que, à Place Publique, on aime bien un petit peu faire un point météo et partir du ressenti du confinement de nos invités. Alors, comment ça va, vous, le confinement ? Moi, ça va très, enfin, comment dire, ça va très bien. Enfin, ça va très bien. Bon, je vais pas raconter ma vie, mais ça va bien parce que, euh, au fond, je fais ce que je n'ai jamais le temps de faire. Vous avez expliqué que j'avais fait plusieurs choses dans ma vie. En réalité, j'ai fait plusieurs choses sans jamais en réussir aucune, en tout cas de manière visible ou spectaculaire. Vous voyez, j'ai 62 ans, j'ai jamais été ni député, ni ministre, ni patron d'entreprise, ni n'importe quoi, parce que depuis que je suis tout petit, ce que je voulais faire, c'était écrire des livres de littérature. Maintenant, il faut bien gagner sa vie, et comme j'étais bon en droit, j'ai fait du droit, et j'en ai fait beaucoup, et c'est un métier qui me plaît, j'aime beaucoup faire ça, mais néanmoins, c'est un métier assez prenant. Et donc, dans le courant de l'année, vraiment, je dois faire des acrobaties invraisemblables pour voler à mon activité professionnelle le temps nécessaire pour faire ce que je préfère faire, qui est de la littérature. Et maintenant, comme je suis assigné à résidence, maintenu en garde à vue, en détention provisoire chez moi, sans rien d'autre à faire que d'écrire 8 heures par jour, je suis en réalité extrêmement content d'écrire 8 heures par jour. Et je n'irais pas dire le contraire, vous voyez, donc j'ai une certaine forme de confinement heureux. Et en revanche, alors mais comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, c'est un confinement qui est rendu un peu plus difficile par des choses plus personnelles. J'ai une fille qui est interne à Saint-Denis. Évidemment, comme c'est pas le meilleur endroit où être interne, voilà, enfin, c'est le métier qu'elle a choisi, je suis très fier d'elle, donc c'est très bien. Mon père est vieux, il peut se passer des choses, enfin voilà. Mais en dehors de ce souci qui est commun à beaucoup de Français, j'avoue, personnellement, je vis ça plutôt bien. En revanche, c'est, comme disait Aaron avant la guerre, le bonheur de l'homme, le malheur du citoyen, vous savez. Le bonheur de l'homme parce qu'il écrit ce qu'il veut écrire, et puis le malheur du citoyen parce que beaucoup de choses que je vois ne me plaisent pas, et en particulier pas la disparition de la vie politique et institutionnelle à la faveur d'une épidémie certes grave, mais qui ne se compare pas au grand drame du passé. Alors justement, on va en parler. En préambule, on voulait quand même revenir rapidement sur l'allocution du président de la République hier soir. Place Publique a dénoncé l'exercice qu'on juge trop unilatéral, c'est-à-dire cet exercice d'adresse aux Français, qui laisse aucune place à des demandes de précision, à l'interpellation, voire à la contestation. Et on a demandé qu'il y ait un exercice en présence notamment de journalistes, voire de citoyens. Mais plus globalement, ces différents exercices un peu répétés dont on a l'habitude maintenant, ils sont aussi à l'image de l'exercice du pouvoir, et le propos du président de la République le confirme, que ce soit la forme de paternalisme quand il nous dit qu'on a été des sortes de bons Français à bien respecter les règles alors qu'on est habituellement un peu plus insoumis, le sentiment aussi qu'on voit au fil de l'eau de manque d'humilité, de refus d'accepter, de reconnaître l'erreur et l'échec, l'incapacité de remise en question, et puis également aussi ce qui nous questionne beaucoup, c'est le rapport à la vérité qui fait de l'opacité souvent un culte par manque de confiance dans les citoyens.
Et nous, on pense vraiment que les politiques sont au contraire là pour dire la vérité, pour être transparents, et que nous, en tant que citoyens éclairés, adultes, capables de comprendre, du coup, le comportement juste à adopter en conscience. Et donc, qu'est-ce que vous avez, vous pensez de l'allocution de Macron hier soir, et est-ce que finalement aussi cette modalité d'exercice du pouvoir, est-ce que c'est intrinsèque à l'exercice du pouvoir, ou est-ce que c'est un peu l'apanage des démocraties en temps de crise, quoi? Qu'en pensez-vous? Je vais commencer par par la deuxième partie. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, quand on regarde ce type d'allocution hier, qui est très, très surprenante dans un pays démocratique, malgré tout, si vous voulez. Voilà un pays qui, au fond, est dans une situation d'assignation à résidence collective, abreuvé par la propagande ministérielle, d'ailleurs contradictoire au fil du temps, et avec un président de la République qui joue le rôle du père de la nation sans contradiction possible. Alors que le Parlement est pratiquement mis en vacances, que la justice constitutionnelle est suspendue et que les partis politiques n'exercent plus leur rôle. Euh, et il faut rapporter ça, et j'espère que je ne choquerai personne en le disant, il faut rapporter ça parce que ça dit quelque chose de notre temps. Il faut rapporter ça à ce qu'est cette épidémie. C'est une épidémie qui a fait 13 000 morts, beaucoup moins que la grande grippe de 68, et qui comporte 1,6 million de Français contaminés, avec des choix très difficiles à faire en termes épidémiologiques, politiques, économiques et sociaux, mais qui me laisse dans une impression de sidération, dans la mesure où ce qui est malgré tout une épidémie limitée a conduit à suspendre absolument totalement les règles de la vie démocratique. Ça veut dire en réalité que la vie démocratique ne s'applique pas en période exceptionnelle. Alors qu'elle ne s'applique pas quand on est envahi par les Allemands en 14. C'est ce qui a donné lieu à la théorie des circonstances exceptionnelles. Ça, je veux bien le comprendre. Elle ne s'applique évidemment pas quand c'est l'invasion, l'occupation, la guerre, la résistance, ou même les événements d'Algérie. Parce qu'au fond, ce qu'on vit là, c'est une forme d'article 16 tel qu'il a été organisé par le général de Gaulle, c'est-à-dire une suspension de tout et une concentration absolue du pouvoir dans la parole et dans la personne du président. Que la Première, la Deuxième Guerre mondiale, où les événements d'Algérie aient donné lieu à ça, c'est-à-dire à cette suspension totale, c'est une chose qu'on peut tout à fait comprendre. J'ai plus de mal à l'admettre. En tout cas, plus exactement, je crois qu'il faut réfléchir sur les raisons qui font que nous l'admettons pour une épidémie. C'est le premier point que je voulais souligner. Pourquoi est-ce qu'on l'admet pour une épidémie? C'est une question extrêmement difficile. Je pense que nous l'admettons parce que, en réalité, nous avons fait des progrès. C'est-à-dire que la vie nous est devenue absolument sacrée. La vie nous est devenue absolument sacrée. Quand vous avez sur les pouvoirs de l'État le grand débat de la guerre d'Algérie entre Mauriac et Camus sur la censure, la guerre d'Algérie a fait des centaines de milliers de morts, 100 000 morts probablement du côté algérien et des dizaines de milliers de morts du côté français. 5 soldats français mouraient tous les jours. Personne ne considérait que c'était suffisant pour suspendre quoi que ce soit. Peut-être parce que la vie humaine n'avait pas autant de valeur. Peut-être que ce que nous vivons, c'est-à-dire le fait de suspendre ce qui nous paraît gênant pour conserver des vies, tient à l'amour très particulier et assez nouveau que nous avons de chaque vie dans sa singularité. Et donc, sous ce rapport, ça manifesterait un progrès, si vous voulez. Maintenant, la vraie question, c'est quel est le rapport entre ça et le dysfonctionnement du système démocratique. Et c'est là où je suis moins convaincu. Je suis moins convaincu parce que, quoique grave, je ne pense pas que cette pandémie justifiait la contradiction, la ruse avec la vérité, une forme de propagande gouvernementale difficilement acceptable, ou le ton tantôt guerrier, tantôt paternaliste employé par le chef de l'État. J'ai un deuxième point, parce que je ne vais pas faire un long topo là-dessus, mais il y a un deuxième point qui me frappe aussi, c'est que ça ne date pas d'hier. C'est-à-dire que je pense que nous ne sommes plus dans un système de démocratie classique. Je crois qu'il faut l'accepter, qu'il faut le regarder en face. Un système de démocratie classique, il y a deux manières de faire. Ou bien vous avez un régime présidentiel, comme aux États-Unis, avec tous les défauts qu'on connaît aux maboules qui les gouvernent, mais dans ce système, vous avez des contreparties, des contre-pouvoirs en dehors de la justice, qui est certainement plus actif chez eux que chez nous. C'est que c'est un État fédéral avec des États importants et que c'est les chambres qui, en réalité, conservent une voix extrêmement décisive en matière de vote du budget. Donc, en fait, même si c'est un système présidentiel, le président est obligé de composer.
Et puis vous avez l'autre côté qui est le système parlementaire classique à l'anglaise. Nous n'avons ni l'un ni l'autre. Nous avons une sorte de système bolivien où, en raison du quinquennat, que tout le monde a approuvé d'ailleurs à l'époque, hein, et de la coexistence des mandats, on donne le pouvoir au président, appuyé sur le parti du président, composé d'une masse de gars, en l'espèce, assez inexpérimentés, dont les moins bons veulent revenir faire le métier qu'ils avaient avant et les meilleurs veulent essayer de devenir ministres. Et tous ces gens la ferment pendant 5 ans où il y a une nouvelle élection présidentielle. Ça veut dire que pendant 5 ans, nous vivons en réalité dans une suspension du temps démocratique. Alors certes, le président de la République est élu au suffrage universel, on ne peut pas dire que ce soit une dictature sud-américaine, mais néanmoins, ce système est complètement dysfonctionnant. Quand vous êtes élu de cette manière, que vous n'avez aucun contre-pouvoir pendant 5 ans, et que la population est inquiète, soit en raison du terrorisme, soit en raison de la peur de l'épidémie, votre seule voie politique logique est d'une certaine manière de suspendre les libertés, de vous engager dans un dialogue direct avec le peuple. Ce qui fait que, en fait, ce système qui se présente comme le dernier rempart contre ce qu'on appelle le populisme, d'un mot que j'aime pas tellement parce qu'il consiste à dire qu'il y aurait des gars qui savent et d'autres qui ne savent pas, enfin bon, peu importe, ce système qu'on nous présente comme le dernier rempart contre le populisme, en est en fait peut-être le premier avatar, une forme de populisme technocratique. Vous voyez, et ça, c'est préoccupant, mais ça vient de loin. Vous voyez, ça vient de loin. J'avais déjà la même impression sous les quinquennats précédents. J'ai eu la même impression au moment du terrorisme. C'est-à-dire, nous vivons dans un système où le Parlement ne joue pas son rôle et où la presse ne le joue pas. Je vous donne un exemple qui m'a quand même beaucoup frappé, c'est que hier soir, après l'allocution du président de la République, sur les chaînes de télévision du service public, il n'y a pas eu de débat. Enfin, je veux dire, j'ai été obligé d'aller ailleurs, sur les chaînes de télévision du service public, pour trouver que sur les chaînes, d'aller ailleurs que sur ces chaînes-là, je veux dire, sur les chaînes d'infos en continu, pour trouver ce qu'était la réaction des enseignants, la réaction des uns, la réaction des autres, ou la réaction de Mélenchon. C'est pas là que je l'ai vu. Or, ceci n'est justifié en rien par le fait de contenir l'épidémie. Le virus ne frappera pas plus ou moins selon que l'esprit critique s'exercera plus ou moins. Donc, ce système, globalement, me sidère, voilà, sur le plan de l'équilibre général. Et justement, nous, on a reçu aussi, enfin, on a, comment dire, ressenti une forme de gêne et d'un malaise vis-à-vis de toute la rhétorique guerrière du président de la République, et notamment aussi vis-à-vis de toute l'injonction en fait d'union nationale. Alors qu'il y a très peu de contre-pouvoirs, enfin, il y a une forme de faiblesse des contre-pouvoirs, que ce soit des contre-pouvoirs institutionnels, en tout cas, nous, c'est notre ressenti. On l'a vu sur notamment le rôle du Parlement, mais également sur la mise en sommeil du Conseil constitutionnel, mais aussi sur les autres contre-pouvoirs, que ce soit par exemple les médias ou l'opposition politique, etc., qui dans ce genre d'exercice n'ont aucun rôle. Et donc, quel est vous votre regard sur justement cet équilibre-là des pouvoirs, que ce soit, comme je le disais, contre-pouvoirs institutionnels et les corps intermédiaires et également les contre-pouvoirs médias et opposition. Je crois que mon regard est absolument le même que le vôtre. Je pense qu'il y a il y a 3 choses différentes à relever. Prenons d'abord la manière de gouverner. Vous voyez, je pense que on ferait une erreur en considérant, et j'ai suffisamment critiqué ce gouvernement pour pouvoir le dire, j'espère, de manière crédible, on ferait une erreur en considérant qu'au fond, cela résulte du désir de Macron, vous voyez ce que je veux dire, de régner seul sur un peuple confiné sans intermédiaire. Il y a peut-être des relations curieuses avec la presse, c'est un autre débat. Mais enfin, je crois que c'est une conséquence du système institutionnel. On s'est habitué en France à considérer qu'au fond, c'est un truc qu'on entend très souvent, d'ailleurs spécialement les profs de droit disent souvent ça, vous savez, les institutions, c'est pas si important, c'est les personnes qui comptent. Eh bien non, ça n'est pas vrai. Quand vous avez de mauvaises institutions, ça produit des conséquences dramatiques. Les mauvaises institutions en l'espèce, c'est-à-dire la disparition du rôle du Parlement, le fait que tous les ministres individuellement, le Premier ministre, soient responsables devant le président de la République et non pas devant le Parlement, ils ne sont responsables que virtuellement devant le Parlement, c'est-à-dire jamais, et le fait que les méthodes du travail de contrôle parlementaire ne soient pas des méthodes satisfaisantes, fait que, en réalité, à la fin, le président de la République est seul. Il est seul. Et il est seul. Et je pense qu'il ne peut pas ne pas se voir comme tel. Quand bien même le président de la République serait Raphaël Glucksmann, par exemple,
il serait seul, il serait conduit, en dehors de sa moralité particulière, vous voyez ce que je veux dire? Il serait conduit aux mêmes excès par la déficience institutionnelle. Ayant dit ça, je pense qu'il faut rentrer dans le détail de la déficience institutionnelle. Je pense qu'elle a deux causes principales. La première cause, c'est le quinquennat avec coexistence des mandats. Je pense que le quinquennat avec coexistence des mandats aboutit au fait que vous élisez en même temps un président et une chambre qui lui est dévouée. Et donc, en fait, la seule hypothèse possible d'alternance, c'est la fin du mandat présidentiel. Et à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les députés vont nécessairement coller au président et jamais lui poser une question gênante, même à l'intérieur du parti majoritaire, puisqu'ils dépendent de son réélection pour être réélu au cas où il serait réinvesti par le parti qui soutient le président. C'est donc un système complètement circulaire et entièrement fermé sur lui-même qui garantit une absence totale, même des voix les mieux disposées et dans les meilleures idées. Enfin, je veux dire, sauf à être animé par un esprit de sacrifice, quoi. Sauf si les gars décideraient de se saborder eux-mêmes. Si vous aviez, par exemple, un mandat du président de la République qui passe de 5 à 6 ans et un mandat de l'Assemblée nationale qui soit à 4 ans, vous auriez déjà une possibilité d'expression politique due à la cohabitation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce qui se passerait, c'est qu'en cas de crise grave ou en cas de contestation politique, les forces se structureraient en vue de l'élection législative, le cas échéant, pour imposer au président une situation de cohabitation. Et là, les ténors prendraient la parole. Et ils ne prendraient pas la parole parce que ce sont braves gens, ils prendraient la parole parce qu'ils espèrent être Premier ministre ou ministre. La République est faite de ça. Vous voyez ce que je veux dire, y compris des ambitions individuelles. Ils se structureraient, la presse se structurerait pour leur donner la parole, puisqu'il y aurait un rendez-vous extérieur au président de la République, qui soit l'élection. Donc, je pense que la première chose qu'il faut absolument faire, c'est faire ça. L'autre chose qu'il faut sans doute faire, c'est faire passer le Sénat à la proportionnelle intégrale pour que la population soit totalement représentée dans sa diversité. La proportionnelle intégrale, je ne suis pas pour en matière d'Assemblée nationale, mais en matière de Sénat, ça me paraît absolument nécessaire. Cette idée absolument archaïque selon laquelle ça représenterait les collectivités locales n'a vraiment absolument aucun sens qui tienne. Et j'ajoute qu'il faut ensuite, dans un deuxième temps, et ça aussi, ça donnerait beaucoup plus de vitalité à la classe politique, il faut également repenser le rôle du Parlement. Au fond, vous avez à l'heure actuelle un Parlement qui se consacre à deux choses. D'une part, à une hyper-normativité incessante, pondant un texte de loi après l'autre, sous le contrôle étroit de l'administration, et d'autre part, périodiquement se transformer en commission d'enquête qui ne donne pas du Crédit Lyonnais au Rwanda, en passant par telle autre enquête de ces dernières années, des résultats satisfaisants. Je pense qu'il faut absolument revoir ça, transformer tout ça, transformer notre rapport à la loi, transformer notre rapport au contrôle, transformer notre rapport à l'évaluation. Mettre à la disposition du Parlement des corps de contrôle indépendants, évaluer les législations, évaluer leur portée, évaluer leur efficacité. Et si vous avez fait tout ça, vous rétablirez un dialogue démocratique entre l'exécutif et le législatif qui empêchera à jamais n'importe quel président de la République, fût-il le mieux intentionné, de se retrouver dans cette situation de dictateur moraliste et temporaire, ce qui n'est pas une bonne chose pour la démocratie. Puis après, vous avez le deuxième élément que vous mentionniez, qui est beaucoup plus difficile à réformer, et qui est l'élément judiciaire. C'est-à-dire, on en parlera peut-être après quand on rentrera dans le détail des mesures de l'état d'urgence sanitaire, mais la clé de notre système de séparation des pouvoirs, c'est non seulement que le Parlement équilibre l'exécutif, mais il faut également que le judiciaire, et notamment le judiciaire constitutionnel, soit à même de faire son travail. Et là, ça n'est pas ce qui se passe, puisqu'en réalité, le Conseil constitutionnel a renoncé à évoquer, à traiter la constitutionnalité des textes de l'état d'urgence, ce qui est absolument une première dans une démocratie. Tout à fait. Et on a du coup, on voit s'esquisser un petit peu de une potentielle sixième république à travers vos propos. Mais il y a effectivement le cadre de la cinquième république et puis il y a un cadre particulier qui est là l'état d'urgence sanitaire où on a tous une expérience qui est vraiment intime et c'est assez nouveau de la privation de liberté. Mais la question, c'est comment on peut avoir aussi dans ce type d'état d'urgence sanitaire la garantie que ce seront des états
temporaire et non pas permanent, et que ce n'est pas un petit peu un cheval de Troie qui finalement va rester ensuite dans le droit commun et qui a vocation à se généraliser. Et comment on peut peut-être mettre en place, par exemple, un devoir vis-à-vis des restrictions de liberté qui soit peut-être plus formalisé et qui permettrait aussi de définir la limite entre ce qui est légitime et ce qui est arbitraire. Voilà, mais sur cet état d'urgence-là, qu'est-ce que vous pouvez, vous, nous dire Je pense qu'il y a deux choses, je pense qu'il y a deux choses différentes. Ce que vous dites, et je trouve que c'est tout à fait juste de votre part de l'avoir mis après le problème institutionnel. La première question dans ces états de circonstances exceptionnelles, c'est le contrôle des mesures de l'état de circonstances exceptionnelles. Et c'est là où notre système est à l'heure actuelle assez déficient. Le premier élément que je voulais dire, c'est la première question, c'est qu'est-ce qu'une circonstance exceptionnelle? Parce que qu'il s'agisse du terrorisme, où on a également suspendu les garanties individuelles, quelquefois dans des conditions invraisemblables, qui ont donné lieu à des annulations par le Conseil constitutionnel. Qu'il s'agisse du terrorisme ou qu'il s'agisse de la pandémie, la question est de savoir à partir de quel moment on considère que les droits du citoyen ne sont plus applicables. Ça, c'est la première question. Et c'est une question qui n'est pas absolument facile, parce que c'est une question qu'on ne peut pas laisser au seul gouvernement. Le gouvernement vous dira toujours, même le gouvernement le mieux inspiré, vous dira toujours que quand c'est grave, il faut suspendre les droits du citoyen. Parce qu'il sait que, comme le disait Hamilton à Jefferson au moment de la création des États-Unis, si vous laissez aux gens le choix entre la liberté et la sécurité pour une période temporaire, ils choisiront toujours la sécurité. Nous sommes faits ainsi. Donc, le seul élément, l'élément central, c'est qu'on ne peut pas laisser au seul exécutif le soin de définir le moment où les garanties cessent de fonctionner. Ça, c'est un point absolument caractéristique. Et là, c'est pourtant ce que nous faisons. Et c'est pourtant ce que nous faisons pour deux raisons. D'abord parce que le Conseil constitutionnel refuse d'examiner les textes de l'état d'urgence sanitaire, mais c'est aussi ce que nous faisons parce que la tradition de notre justice constitutionnelle ne lui permet pas, contrairement à la justice constitutionnelle anglaise ou américaine et même allemande, ne lui permet pas de juger de la proportion. Parce que c'est ça le problème fondamental des circonstances exceptionnelles. Prenons le cas du terrorisme, par exemple. Le terrorisme, on nous dit, eh bien, faut permettre au sous-préfet d'assigner tous les gars qui s'appellent Mouloud à résidence parce que c'est la meilleure manière de lutter contre le terrorisme. Dans un vrai débat, et le gouvernement décide ça, hein, globalement, le gouvernement décide qu'il se donne la possibilité de faire des choses pareilles. Un débat constitutionnel, c'est quoi? Tout gouvernement va à un moment ou à un autre dire ce genre de choses. Le débat constitutionnel, c'est quoi? C'est qu'ensuite, ce texte est porté devant un juge suprême qui dit, maintenant, monsieur le gouvernement, vous allez m'expliquer en quoi vous ne pouvez pas lutter contre le terrorisme avec les moyens actuels, c'est-à-dire que la police doit donner les preuves qu'elle a contre monsieur machin à un juge et que c'est le juge et non pas un de vos propres employés qui décide de l'assigner à résidence. Expliquez-moi pourquoi. Comme le gouvernement est incapable d'expliquer pourquoi, le juge constitutionnel normal va dire ben, c'est tout à fait disproportionné. Vous n'allez pas vous mettre à créer des camps de concentration pour les fichiers S ou à assigner à résidence sur décision de l'autorité préfectorale, alors que vous avez un code pénal qui fonctionne parfaitement et qu'il vous suffit d'appliquer en allant voir un juge qui vous délivrera un mandat. Et on retoque la position du gouvernement. Cette question de la proportion est une question centrale. Or, le juge constitutionnel français, il n'est pas formé, il n'est pas habitué à rentrer dans le détail du motif d'intérêt général allégué. Vous voyez ce que je veux dire? Il suffit au fond de lui produire un motif d'intérêt général. C'est quoi la justice constitutionnelle? Ça consiste à dire qu'il y a des droits qui sont énumérés dans la déclaration, et si le gouvernement peut nous dire qu'il y a un motif d'intérêt général pour s'en passer, on s'en passe. Ça ne va pas. Ça fait 20 ans que ça fonctionne comme ça, et ça ne va pas. On veut que le juge constitutionnel nous dise en quoi le motif d'intérêt général est un motif valide. Pourquoi il suppose de se passer de la garantie constitutionnelle et en quoi ça donnera lieu à plus d'efficacité. Et ça, le juge constitutionnel ne le fait jamais. Mais alors, où est le contrôle aujourd'hui? Ah ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je vous donne un exemple très simple qui m'a frappé. La décision du Conseil constitutionnel dont on parle, alors pardon, c'est peut-être un peu technique, mais je pense qu'il faut le dire quand même, c'est une décision du Conseil constitutionnel qui est rendue à propos des QPC. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'une question de constitutionnalité, c'est un truc qui a été introduit par la réforme de 2008. Ça permet en fait à quelqu'un qui est engagé dans un procès auquel on veut appliquer la loi, de dire « Ah non, 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 moi je ne veux pas qu'on m'applique la loi, elle est contraire à la déclaration des droits. » D'accord ?
Pour que ça soit jugé vite, pour que les gens n'attendent pas des années avant qu'on leur dise si on leur applique une mesure qui n'est pas conforme à la Déclaration des droits de l'homme, eh bien, le texte constitutionnel et organique prévoit qu'il y a des délais et des délais très stricts. Hein. Il faut transmettre en temps de mois, il faut juger en temps de mois, etc. Et c'est des délais très stricts, qui sont une garantie fondamentale du citoyen. Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, on décide de prolonger les délais. Et au fond, le Conseil constitutionnel dit, benoîtement, sans donner un mot d'explication, ah bah c'est une période exceptionnelle, donc les garanties constitutionnelles n'ont pas lieu de s'appliquer, donc on peut prolonger les délais. Ah bon? En quoi? En quoi est-ce que le télétravail des magistrats va aggraver la pandémie? Car enfin, on parle de gens qui travaillent dans leur bureau, avec des ordinateurs, qui parlent comme on le fait maintenant en vidéoconférence. Qu'est-ce qui empêchait le constitutionnel de dire, écoutez, je distingue deux choses, comme c'est une période compliquée, les questions de constitutionnalité sur les textes généraux datant d'avant, le Code général des impôts d'il y a 10 ans, etc., d'accord, on les examinera plus tard, mais les textes de l'état d'urgence sanitaire, eux, je veux les examiner maintenant. Voilà. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Et donc, c'est une carence absolument majeure. Il y a un autre cas qui m'a frappé, c'est la carence de la juridiction administrative. Dans les textes de l'état d'urgence sanitaire, vous avez un texte qui prévoit qu'on peut maintenir les détenus en détention préventive pour 6 mois supplémentaires. Vous avez des gens qui vont faire 6 mois de prison sans avoir été jugés par personne. C'est une question fondamentale. C'est l'un des motifs de la Révolution française, tout de même. Quand on parlait des lettres de cachet à l'époque, etc., c'est l'un des motifs de la Révolution française. C'est un des motifs de la déclaration des premiers amendements à la Constitution américaine. C'est le motif de la grande Révolution anglaise de 1688. C'est l'habeas corpus. Enfin, c'est un truc qui existe dans tous les États civilisés depuis des siècles. On ne met pas quelqu'un en prison sans juge. Voilà, benoîtement, on décide qu'on va prolonger la détention provisoire de 6 mois. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui font 6 mois de prison alors qu'aucun juge n'aura décidé qu'ils avaient à faire 6 mois de prison. C'est évidemment contestable sur le plan constitutionnel, j'emploie un euphémisme. C'est également absurde sur le plan sanitaire parce que comme les prisons sont surpeuplées, ils risquent non seulement de contracter le virus, mais en plus de le flanquer aux autres quand ils sortiront de prison. Donc c'est doublement absurde. On ne peut pas dire je suspends les garanties constitutionnelles pour un motif sanitaire et ne pas censurer un cas où à la fois on tape le motif constitutionnel et on s'assied sur l'impératif sanitaire. Ça n'a donc absolument aucun sens. On fait une procédure de référé-liberté est engagée pour la Ligue des droits de l'homme, et en fait, elle n'est même pas examinée par le juge. Elle n'a pas été audiencée. Les gens vont rester en prison. Il n'y a pas eu de procès. On n'a pas été habilité à aller dire c'est pas bien. Et puis, il y a des centaines de choses de ce genre. Ça, c'est une déficience très grave. Nous sommes dans un pays qui cumule l'absence de contrôle parlementaire et l'absence de contrôle juridictionnel. Il y a une chose que j'espère, c'est qu'à la sortie, on s'en souviendra et on en tirera toutes les conséquences. Alors justement, vous parliez de contrôle et pour autant, l'état d'urgence sanitaire, il permet de contrôler davantage la population, en tout cas d'essayer de davantage contrôler la population via différentes mesures que nous, on juge intrusives dans nos vies privées. Alors, je ne vais pas faire l'analyse orwellienne sur le Big Brother, etc., mais vous le savez, il y a quand même beaucoup de débats en cours sur les questions du numérique et de la place du numérique et de savoir dans quelle mesure on va pouvoir pister chacun et comment l'État va pouvoir s'inviter chez soi et dans notre espace privé. Le président de la République a parlé hier de la question de cette application numérique de tracking qui serait basée sur le volontariat, donc ce que je trouve particulièrement cynique, mais ça pose la question en fait de la restriction des libertés elle serait soi-disant choisie, c'est-à-dire sur cette base-là du volontariat. Et le président de la République a demandé un débat parlementaire sur le sujet et nous, ça pose la question de ce qu'on appelle un petit peu la servitude volontaire en démocratie, c'est-à-dire comment lutter contre ces restrictions de liberté sur l'argument en fait du consentement qui n'en est en réalité, pour nous, pas vraiment un. Alors, ça pose deux questions, deux questions différentes. La première question, c'est, elle a trait, parce que je vais revenir à la question qu'on avait évoquée à l'origine, quel problème institutionnel. Le premier élément de cette affaire, à mon avis, c'est qui décide dans l'État et sur quel motif. Parce que, en effet, je me souviens d'avoir entendu, ça a été chez moi une cause de grand étonnement, le ministre de la Santé expliquait que, à la télévision, expliquait que
euh, si vous ne me croyez pas, croyez au moins les blouses blanches. Cette phrase, ça n'est rien, mais de temps en temps, quand les hommes politiques disent des trucs, on sait qu'ils touchent à l'essentiel. L'essentiel là, c'est l'abdication de l'autorité politique. C'est la mort de l'autorité politique. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes gouvernés par des épidémiologistes. L'épidémiologiste, il s'en fout des libertés. Ce n'est pas son métier. Vous voyez ce que je veux dire? Son métier, c'est de contenir le virus. Enfin, c'est d'abord de le comprendre, de savoir comment ça marche et de le contenir. Il s'en fiche. Si nous avons une autorité politique, c'est bien pour qu'elle procède à l'arbitrage entre le problème épidémiologique, le problème social, les libertés publiques et le problème constitutionnel, le problème économique. Bon, c'est ça le travail de l'autorité politique. Dès lors que la totalité de l'inquiétude de la population paraît se porter sur le virus et paraît porter sur un pouvoir politique solitaire et sans aucune contrepartie et sans aucun débat, eh bien, ce pouvoir politique a tendance à s'en remettre précisément à l'appareil scientifique et en particulier à l'appareil épidémiologique. C'est à peu près inévitable et on l'a vu au début, avant que ça soit corrigé au moins dans le langage, où on a vu à plusieurs reprises le ministre de la Santé expliquer qu'en fait, il ne faisait rien d'autre que de transmettre les avis du comité Tartemol. Eh bien non, car les questions compliquées et sur lesquelles je n'ai vraiment aucune compétence, de sortie du confinement, de modalités de sortie du confinement, sont des questions qui sont à la fois épidémiologiques, sociales et de liberté. Maintenant, on voit très bien donc comment l'idée du tracking a pu être inventée par des épidémiologistes. Je ne suis d'ailleurs pas convaincu, sans être totalement complotiste, que ce soit absolument le cas, parce que en fait, on ne voit pas comment, au fond, elle aide ce qui va être le problème essentiel de la France, qui est le problème du déconfinement. Le déconfinement suppose le test massif et le fait de conserver confinées les populations à risque et d'espérer l'immunisation progressive du reste de la population. L'application en question, encore plus si elle est volontaire et pas totale, en l'absence de tests massifs de tout le monde, je vois les effets qu'elle peut produire. Je crains pour en avoir un peu discuté avec les uns et les autres, qui est de dire tout ça, l'initiative d'un certain nombre de fanats du numérique qui se disent, après tout, ça va être l'occasion de faire un beau brevet français, une belle appli française et de la vendre à travers le monde, ce qui sera très très bien, si vous voulez. Plus quelque chose qui soit, vous voyez ce que je veux dire, industriel plutôt que directement épidémiologique. Maintenant, sur le fond de cette mesure, je suis absolument radicalement contre pour deux raisons. La première, c'est que la queue du lézard ne repousse pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris la décision de tracer individuellement les gens, je vous prie de le croire, on va les tracer pour tout. On va les tracer pour tout. Je n'ai jamais vu de cas, depuis 20 ans où je m'intéresse à ces questions, je n'ai jamais vu de cas où un dispositif exceptionnel ne devient pas un dispositif ordinaire appliqué à toute autre chose que ce pourquoi il avait été fait à l'origine. Je n'ai jamais vu de cas de cet ordre. À chaque fois qu'il est fait, il est étendu. Vous avez une application de ce genre qui permet de suivre les gens à titre individuel. Je réserve d'ailleurs le fait que l'application Covid dont on parle est une application qui conduit à la centralisation des dossiers médicaux de tout le monde chez je ne sais quel fonctionnaire et à une violation massive du secret médical, ce qui est quand même un vrai sujet de droit pour les personnes. Mais même en dehors de ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on saura où est allé monsieur machin, dans quel… Alors, une fois que l'épidémie sera terminée, vous aurez ces applications de ce genre qui existeront, qu'on aura déjà mises en œuvre en matière de pandémie, puis quelqu'un un jour viendra vous dire ah bah ça serait vachement utile pour lutter contre la grande délinquance. Bah, les gens diront oui, le Parlement dira oui. C'est mal la grande délinquance. Et la pédocriminalité aussi, c'est mal. Alors on suivra les gens, et puis progressivement, on passera à la fraude fiscale, et puis à l'abus de biens sociaux simples, et puis au vol à l'étalage, et puis pourquoi pas à la législation des étrangers. Et tout le monde sera suivi. C'est absolument inévitable. Et c'est la raison pour laquelle il faut simplement dire non. L'argument selon lequel ça serait volontaire, ça n'est pas simplement un argument, je ne sais plus quel est le mot que vous avez employé, hypocrite, c'est pire que ça. Je trouve que c'est très grave en fait. Je vais essayer de vous donner un exemple. La liberté de chacun, votre liberté de ne pas être traqué, vous voyez ce que je veux dire, ou la mienne, c'est la liberté de tous. Quand quelqu'un renonce à cette liberté, il y renonce, comme disait Sartre, pour tout le monde. Alors Sartre le disait de manière métaphysique, mais là c'est de manière politique qu'il y renonce. Il y renonce pour tout le monde. Pourquoi? D'abord parce que, en fait, tous ceux qui, dans une période grave, ne chargent pas l'application tracking sont de mauvais citoyens, puisqu'ils ne privilégient pas la lutte contre la pandémie.
Donc, vous avez immédiatement une attitude discriminante entre ceux qui préfèrent préserver leur vie privée et ceux qui préfèrent, soi-disant, sauver la santé de leurs semblables. Et deuxièmement, ça veut dire que ça introduit l'ensemble de la société, par le mouvement que je viens d'expliquer tout à l'heure, dans un système où, tôt ou tard, ça sera rendu obligatoire et appliqué à tout le monde. Un exemple tout à fait simple. Imaginez demain qu'on crée un machin de ce genre pour tester tous les gars qui ont le VIH, pour leur interdire d'aller dans les rave parties se livrer à des activités contaminantes. Et qu'on vous dise, ah bah, c'est pas grave, c'est volontaire. Mais vous vous rendez compte des effets que ça pourrait produire? Et pourquoi ne pas le faire, en effet? Parce que c'est assez grave de se faire coller le VIH, je veux dire, par des contacts inappropriés. Je veux dire, c'est grave. Pourquoi ne pas le faire? euh, Il y a un exemple absolument caractéristique, si vous voulez. La liberté, ce n'est pas simplement la liberté de ma petite personne, c'est la liberté existante à l'intérieur de l'ensemble du corps social. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a eu un problème juridique qui m'a toujours fasciné, qui est le problème du lancer de nain. Je crois que c'était près de Montpellier, dans une discothèque, il y avait un nain avec un casque comme ça qu'on lançait contre les murs pour le grand, c'est horrible, hein, pour le grand amusement des badauds, enfin des gars qui étaient dans la discothèque. Et Morsan-sur-Orge, le fameux. Morsan-sur-Orge, le nain de Morsan-sur-Orge. Alors, le préfet ou le maire, je ne sais plus qui d'ailleurs, l'autorité de police prend un arrêté d'interdiction du spectacle. Bon. Et l'affaire va devant le Conseil d'État. Et le Conseil d'État, le nain se défend. Et le nain dit, mais je vous emmerde, c'est ma liberté à moi, comme ça serait votre liberté à vous d'accepter l'application Covid. Vous voyez ce que je veux dire? Il dit, c'est ma liberté à moi, c'est mon gagne-pain. Je ne peux rien faire d'autre de ma vie, c'est ma liberté à moi. Et le Conseil d'État lui répond, pas du tout. Vous mettez en cause, en faisant ça, la dignité de l'espèce humaine dans son ensemble, et ça, c'est inacceptable. Eh ben, c'est la même chose. Pour moi, une personne qui accepterait de prendre l'application Covid et de la signer met en cause la liberté de la totalité des autres citoyens. Et c'est la raison pour laquelle il est inacceptable de le lui demander. Imaginez, je vous prends un autre exemple, imaginez un gars qui est condamné à 30 ans et qui dit oh ben c'est vachement dur de faire 30 ans avec la peine de sûreté et tout, j'ai 60 berges, de toute façon je vais claquer en prison, je signe en bas à droite par l'appli guillotine.fr et je veux qu'on me guillotine. Vous allez lui dire oui? Non? Vous allez lui répondre non, la peine de mort est interdite en France, même s'il le souhaite. C'est exactement pareil. Mais alors justement, on parle aussi d'applications numériques qui là est demandé directement par l'État. C'est un tracking qui est organisé directement par l'État, mais on est dans un système où il y a des multinationales du numérique, où il y a des plateformes qui prennent de notre temps, de nos données, que ça soit pour des objectifs à visée commerciale, commerciaux ou des objectifs aussi notamment de renseignement, comme en témoignent tous les débats sur la 5G et Huawei et sur le fait que Huawei transmettrait les informations au gouvernement, au renseignement chinois. Et donc, on voit également que partout, c'est un sujet qui est européen, et face à ça, il y a des populistes, des néolibéraux, etc., qui essaient eux-mêmes de théoriser un peu une forme de reprise de contrôle, le take back control, par les citoyens. Et donc, moi, ma question, c'est plus comment on peut rester libre et essayer de lutter face à ces puissances et à ces habitudes et ces pratiques qui sont devenues finalement monnaie courante et tellement généralisées qu'elles sont difficiles de pouvoir de garder sa liberté dans ce contexte. Alors, bon, on dépasse le champ dont j'ai l'habitude, mais je vais vous dire ce que j'en pense de manière un peu intuitive. D'abord, je pense que, pour citer un vieil auteur de la gauche modérée de la Restauration, qui serait maintenant un auteur de droite, qui est Alexis de Tocqueville, je pense que le principe de la souveraineté du peuple, disait-il, se cache derrière les institutions les moins libres. Il avait tout à fait raison. C'est-à-dire, tout ce que vous dites, en fait, ça vient de nous, avant de venir des gouvernements. Ça vient de nous. Ça vient de nous. Tous les gens que je connais acceptent d'aller sur Facebook, de partager des trucs, que leurs itinéraires de navigation soient connus. Je veux dire, moi-même, je suis un grand amateur de séries. Il ne se passe pas de semaine. Je ne sais pas comment j'ai fait d'ailleurs, mais je reçois sur mon portable des machins où Netflix m'explique qu'il faut absolument que vous regardiez telle série qui est absolument faite pour vous.
Et ce n'est pas Castaner qui m'y a forcé. C'est-à-dire que, et nous vivons sans cesse dans cet univers où nous donnons de nous-mêmes la totalité de notre vie, de nos informations absolument à tout le monde. Après, il faut distinguer quand même, je trouve que pour y répondre, il faut faire deux choses. Je pense qu'il faut quand même distinguer l'argument des gouvernements de l'argument des grandes sociétés. C'est un argument que j'ai souvent entendu, notamment à droite ou même très à droite, consistant à me dire mais vous nous emmerdez à protester contre le fait que le ministre de l'Intérieur puisse donner à des types sans mandat la possibilité de fracasser la porte des kebabs à 4 heures du matin sous prétexte de terrorisme. C'est vraiment pas ça qui nous menace. Ce qui nous menace, c'est les GAFA, c'est affreux. En plus, ils sont américains, cosmopolites, enfin, c'est abominable. Je ne crois pas que ça soit entièrement vrai. C'est-à-dire que malgré tout, je fais une différence entre des entités étatiques qui ont le pouvoir d'influer et de contraindre directement vos vies avec des grosses boîtes qui cherchent à faire de la thune avec. Je fais quand même de la différence entre les deux. Alors, après, ce qui m'inquiète, c'est la possibilité de coexister, enfin, comment dire, d'accord entre les deux. Et là, je pense qu'il y a toute une part d'inventivité à développer, ça nous prendrait assez loin, mais sur les droits du citoyen à l'époque numérique qui répond à peu près exactement à votre question. Vous savez, par exemple, je vous donne un exemple. À l'heure actuelle, vous savez que les États-Unis, les tribunaux américains se reconnaissent compétents pour juger de n'importe quoi dès lors que la transaction a été libellée en dollars. C'est ce qui explique qu'ils peuvent foutre la BNP sous monitoring, ou etc., etc. Je pense que nous devrions introduire dans notre texte constitutionnel un texte visant à permettre l'application, le respect mondial des droits des citoyens américains. En d'autres termes, si demain Google donne au FBI mon historique de navigation, je veux qu'un juge français puisse pouvoir délivrer un mandat d'arrêt international contre le patron de Google et celui du FBI. Et que ce mandat d'arrêt international soit poursuivi et donne lieu à l'émission d'un bulletin rouge. C'est-à-dire, je veux étendre les règles de la justice pénale internationale aux règles de respect de la vie privée et de respect de l'autonomie des citoyens. Et ceci devrait se faire par une modification constitutionnelle. C'est une révolution, mais je pense qu'on va directement vers ça. Je m'étais posé une question. Il y a des Apple, je crois maintenant, je crois qu'on est entre nous, donc on peut citer les marques, non enfin, il y a des Apple sur lesquels il y a de la reconnaissance faciale, n'est-ce pas? Je crois maintenant, il y a des applis avec la reconnaissance faciale. Ces machins sont commercialisés en France. Ils sont commercialisés en France. Et à aucun moment avant la commercialisation, s'agissant de produits d'origine étrangère, à aucun moment, l'État n'a même fait signer au patron d'Apple une déclaration selon laquelle il s'interdisait de donner les éléments de reconnaissance faciale à un service étatique d'un État étranger. À aucun moment, on a même exigé cette chose simple. Et ceci nous amène à une conclusion qui reprend exactement ce que disait Raphaël dans son interview dans l'Obs, c'est-à-dire que le problème qui va se poser à nous maintenant, c'est le problème de la recomposition d'une souveraineté au service du citoyen. Et une souveraineté qui passe par une base constitutionnelle supérieure et par vraiment un esprit de décision nouveau où le souverain aurait la charge de protéger le citoyen et non pas de le livrer pieds et poings liés à d'autres puissances que lui-même. Effectivement, c'était ma question suivante. Ça pose la question de la puissance publique et d'avoir la capacité d'agir et de réguler. Et donc, effectivement, le sujet de la souveraineté qui revient en force dans les débats. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des échelles qui seraient adéquates sur la question de la souveraineté, et notamment sur l'organisation des libertés et la régulation sur ces sujets? Moi, je pense que nous avons à refaire des choses simples, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souveraineté sans responsabilité. Nous sommes globalement dans un système irresponsable. Le juge constitutionnel se suspend lui-même, il ne se passe rien. Le Conseil d'État refuse d'examiner des référés liberté, il ne se passe rien. Le Parlement se met en vacances, il ne se passe rien. Les ministres ne sont responsables que devant le Parlement, et à la fin, le président de la République ne sera responsable que devant le peuple s'il décide de se représenter. S'il ne décide pas de se représenter, il ne se passe rien. Donc, le premier élément de la reconstitution d'un espace de souveraineté, c'est la responsabilité. Donc, c'est une réforme profonde des institutions judiciaires et parlementaires. Une fois que ces institutions sont responsables, elles sont légitimes à agir. Et une fois qu'elles sont légitimes à agir, elles peuvent agir. Mais je pense que nous vivons depuis maintenant 10 ans dans un système de défausse généralisée, c'est-à-dire à la fois de défausse vers l'Europe, dont l'expérience récente a montré qu'elle n'était pas capable d'agir en puissance souveraine sur des éléments fondamentaux, comme les flux asilaires
et la protection des demandeurs d'asile ou la lutte contre la pandémie, ou bien de l'autre côté, contrairement à ce qu'on dit souvent, d'ailleurs non pas vraiment vers les collectivités locales, mais plutôt vers toute une masse d'autorités administratives indépendantes qui produisent de la norme et qui ne sont également responsables devant personne. Eh bien, ceci doit cesser, et c'est la seule manière d'ailleurs d'avoir un État qui parle un peu moins et qui agit un peu plus. Mais ça n'est pas impossible, je suis convaincu qu'énormément de choses, alors je vois un peu midi, l'un des inconvénients de la pandémie, vous savez, c'est que chacun voit midi à sa porte. Alors, je lisais l'autre jour un article remarquable d'Audouin Rousseau, il comparait, c'est un grand historien de la Grande Guerre, alors il comparait évidemment ce qui nous arrive à 1918, c'est normal, c'est un historien de la Grande Guerre. Mélenchon, lui, se pointe et nous explique que l'idéal c'est Cuba. Ben, évidemment, ça a toujours été un fanat de Cuba. Les libéraux se pointent et disent tout ça c'est parce qu'il n'y a pas assez de libéralisme et non pas parce qu'il y en a trop. Donc, vous voyez ce que je veux dire? On vit dans un système où, curieusement, ce confinement amène chacun à parler de sa marotte. Alors, évidemment, moi, professionnellement, mon truc, c'est plutôt les institutions. Donc, je ne voudrais pas être accusé de ressortir ma marotte, mais je crois sincèrement que la question que posait Raphaël dans l'Obs est centrale, la reconstitution d'une souveraineté au service du citoyen, et qu'elle ne marche qu'avec une réforme profonde des institutions. Sans ça, on continuera à avoir une masse d'irresponsables extrêmement bavards. Et c'est quoi ça? Ça veut dire simplement que c'est une technocratie qui gouverne. Avant de prendre quelques questions, je voulais aborder un dernier sujet qui était la question de le risque de fin de notre état de droit. On en a parlé tout à l'heure, mais la succession de crises et la succession finalement de régimes d'exception qui, in fine, terminent dans le droit commun, met en danger notre état de droit. Il y a eu déjà une première étape, notamment au moment des attentats terroristes, avec tous les débats sur la déchéance de nationalité, les différentes mesures attentatoires aux libertés. Il y a eu également les mesures qui ont été prises au moment du mouvement des Gilets jaunes, de différentes manifestations qui sont réprimées régulièrement dans la violence, avec des militants qui sont condamnés, qui sont enfermés. Petite question, vous qui observez ça depuis longtemps, comment ce délitement un petit peu de la liberté, il s'est opéré à pas feutrer et partout au quotidien, et notamment dans ce que vous disiez sur le rôle aussi de l'administration ou d'une forme d'institutionnalisation de tout ça? D'abord, il y a plusieurs choses. Je vais peut-être choquer beaucoup de monde en le disant, mais la France n'est pas le pays de la liberté, hein. Je crois qu'il faut arrêter. Le premier devoir, quand on réfléchit à la politique, je trouve, c'est d'arrêter de se raconter des salades. La France n'est pas le pays de la liberté. Il a fallu attendre 1971 pour qu'on applique la Déclaration des droits à des textes législatifs français. Il a fallu attendre 2010 pour que l'avocat soit présent en garde à vue. Et avant 2010, quand vous disiez aux institutions répressives, ça serait bien que l'avocat soit présent en garde à vue, tout le monde vous répondait, les policiers en particulier, leurs syndicats, mais ça va aboutir à une explosion absolument incroyable de la délinquance. Comme si le taux d'élucidation des crimes et délits dans les pays qui ont l'habeas corpus, comme l'Angleterre, était inférieur. Ce n'est pas vrai, le taux d'élucidation est très supérieur dans les pays qui ont des procédures démocratiques normales. Donc nous ne sommes pas le pays de la liberté. On a été le pays de la liberté une période assez courte de notre histoire, entre 1789 et 1791, ça a commencé à merder assez vite. Et puis, je parle de garantie de la personne, de garantie individuelle. Et puis après, sous la Troisième République, au moment des grandes lois sur la liberté de la presse, sur la liberté d'association, etc. Mais le reste du temps, nous sommes le régime du contrôle administratif. Donc, le premier élément que je voulais dire, c'est qu'il nous faut, à nous autres citoyens, une vigilance très particulière, parce que nous sommes un pays où l'État est omnidominant et où les garanties individuelles comptent peu. Globalement, dans le système anglais, si vous voulez, on voit bien que le citoyen est central au fond et que l'État est le délégataire du citoyen. Nous vivons dans un système inverse. Quand vous plaidez devant les tribunaux de l'ordre administratif, vous vous rendez compte que très souvent, c'est très très intéressant à observer, leur position ne consiste pas, en cas de violation d'un droit, à défendre le droit du citoyen considéré comme prééminent, mais à rendre la décision qui, de manière pédagogique, va forcer l'État à respecter les droits du citoyen. Vous voyez ce que je veux dire? La justice, chez nous, ne censure pas l'État, elle l'éduque. Alors, dans les périodes exceptionnelles, l'État est beaucoup plus difficile à éduquer, on voit promener la justice, et c'est ainsi que ça se passe. Et ça, c'est le premier problème. Nous ne sommes pas vraiment le pays des libertés, donc il nous faut conserver une vigilance particulière pour, au bout du compte, parvenir à correspondre à cet idéal que nous donnons tout à fait de nous-mêmes. Je crois que ça, c'est l'élément pratiquement le plus important. Le deuxième qui me frappe beaucoup et qui m'a beaucoup frappé au cours de ces 10 dernières années, c'est qu'il se passe chez nous une tendance nouvelle
qui est de proportionner les droits à la garantie des droits à la possibilité de les mettre en œuvre. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, la liberté de manifester, là, au moment des émeutes, des gilets jaunes, etc. Au fond, Sarkozy détruit 10 000 ou 15 000 postes de gendarmes mobiles. Donc, quand les manifestations merdent, qu'il y a des émeutes, et moi, je ne suis pas fanat qu'on fasse péter les abribus, ce n'est pas ça le droit de manifester, ce n'est pas de vandaliser Bon. Donc, il y a des émeutes. Ben, comme il n'y a pas assez de flics et qu'ils sont globalement pas assez entraînés, pas assez équipés, alors on les arme en guerre, ce qui est extrêmement violent et spectaculaire, en leur donnant des fusils d'assaut pour que ça fasse peur à tout le monde. Et puis, au bout d'un moment, on décide de faire le filtrage individuel des manifestants, ce qui est directement contraire à notre droit et a été censuré par le Conseil constitutionnel. Et pourquoi on le fait? Ben, on le fait parce qu'en période grave, l'État dit ah ben, j'avais pas les moyens, pardon, j'avais pas prévu. Ah oui, et où est la responsabilité? Comment ça, vous n'aviez pas prévu? Pourquoi avez-vous détruit? C'est pareil là. Vous faites le confinement, vous faites un confinement absolu. Pourquoi? Parce qu'on a 4 fois moins de capacité sanitaire qu'en Allemagne. Alors, ça veut dire que parce qu'on a 4 fois moins de capacité sanitaire qu'en Allemagne, on assigne à résidence la population entière. Et encore une fois, qu'on m'entende bien, je suis partisan du confinement dans l'état où nous sommes. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, même si c'est extrêmement pénible. Mais en tout cas, on voit bien qu'on a proportionné l'étendue de nos droits à la capacité de l'État pour les mettre en œuvre. Et ceci nous ramène à l'élément central, c'est que nous ne préserverons pas nos droits si nous ne restaurons pas un système démocratique qui nous permette de juger de la manière dont l'État s'organise pour les faire respecter. Or, à l'heure actuelle, nous ne l'avons pas. Voilà. Il suffira de 4 émeutes, de 5 attentats terroristes où on vous dira bah, pardon, on n'a pas suffisamment de policiers, donc on va incarcérer parce que c'est la meilleure manière de les contrôler. Et ça, c'est vraiment une question importante. Alors, pour ouvrir un petit peu les débats, il me semble que Raphaël avait une question à poser. Thomas, je te laisse déverrouiller son micro. Je crois que c'est bon là, vous m'entendez? Ouais, vas-y, c'est toi qui inaugure. On t'entend, Raphaël. T'entends plus? On n'entend plus. Raphaël, on t'entend pas? Là, ça va? Ouais, c'est bon. Oui. Donc, c'est pas grave, je disais bonjour, c'était pas très important. Sinon, non, on n'est pas le pays de la liberté, c'est vrai, mais on est le pays des explosions révolutionnaires, par contre. C'est une tradition en France. Or, vous avez évoqué vous-même la Constitution, donc moi, c'est là-dessus que j'aimerais revenir. Il y a clairement, en fait, un moment là d'ébullition dans la société, de manque de respiration démocratique de la Ve République qui nous conduit à des crises répétées qui sont de plus en plus en dehors des institutions et contre les institutions dans leur ensemble. Et ma question, c'est justement sur cette réforme constitutionnelle. Qu'est-ce que vous voyez en fait comme changement profond à apporter et quelle méthode pour y aboutir? En gros, est-ce qu'il faut qu'on se mobilise maintenant pour une constituante qui aboutirait à une 6e République et une République parlementaire? Ou est-ce qu'il faut, je ne sais pas, axer sur une question constitutionnelle précise sans faire de grands chantiers communs? Et si c'est une question précise, c'est laquelle en fait? C'est où l'angle d'attaque principal sur les institutions? Parce que je pense que, bien sûr, il y a des leçons sur la mondialisation, des leçons sur la souveraineté industrielle, des leçons sur l'ensemble en fait, de nos modes de vie, de consommation qui vont être tirés de cette crise, qui doivent être tirés de cette crise. Mais il y a quand même une question, c'est que vous avez cité l'exemple de l'Allemagne, il n'y a pas simplement les lits qui font une différence. Il y a aussi la manière dont le débat public est organisé et permis par les institutions allemandes. Et en France, on sent bien que la défiance vis-à-vis de la parole publique, même dans cette période de crise, la suspicion d'emblée de mensonges, d'opacité, en gros d'entourloupe qui entoure les dirigeants politiques, eh bien c'est largement lié à la question institutionnelle. Donc il va y avoir un débat institutionnel. Et sur quel axe on doit insister en particulier? Et est-ce que c'est le grand chantier d'une constituante pour passer une 6e République? Quand je disais qu'on y était jusqu'à 3 heures du matin, je ne rigolais pas. Alors, il y a des cas où, c'est très juste ce que vous dites, il y a des cas où
un levier technique permet d'obtenir un résultat. Par exemple, ce que je déplorais sur la faiblesse des juridictions, par exemple des corps judiciaires, qui me paraît essentiel pour la défense des libertés, se règle pour moi par une chose très simple, qui sont les opinions dissidentes des juges. Le jour où, sur une décision comme celle qu'a rendue le Conseil constitutionnel, vous avez 3 opinions dissidentes motivées, comme celle qu'il y a dans la Cour suprême, eh bien, ça veut dire que vous avez un débat. Et parce que vous savez qu'il y aura des opinions dissidentes motivées, vous ne pouvez pas rendre la même décision. Je pense par exemple que l'introduction des opinions dissidentes dans les cours suprêmes modifie complètement la manière dont les droits du citoyen est assuré. Mais c'est un problème technique. Sur la Constitution, je vais vous dire quelle est ma cible idéale. Et après, quel est le moyen d'y parvenir? Et je ne sais pas du tout si c'est une constituante. J'observe de manière absolument fâcheuse que la France, c'est comme le disait Boutillon, véritablement le pays de l'illégitimité de la République. C'est-à-dire que, enfin, je veux dire, on change de régime tous les 50 ans, on passe de l'un à l'autre au gré des drames historiques, et sans jamais avoir trouvé une formule qui nous convienne exactement. Et ça, c'est véritablement un problème historique qui nous dépasse. Pour moi, la fin de tout, c'est la reconstitution de la responsabilité politique. Elle passe par l'émergence d'une classe politique qui elle-même passe par la restauration d'une véritable activité de parti. Je suis assez sensible à la thèse de Fourquet selon laquelle ce qui a disparu, c'est les silos. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le machin, ou quand j'étais jeune, les copains que j'avais qui étaient au PCF, ce n'était pas du tout mon genre. Enfin, il y avait à la fois des agrégés, des normaliens, des ouvriers, des métallurgistes, des machins. Moi, j'ai même connu la Fédération anarchiste française dans ma jeunesse. Il y avait à la fois des ouvriers typographes et puis des gars qui avaient 3 agrégations, quoi. Enfin, bon. Et il y avait toutes les catégories de la société. Il y en avait chez les socialistes, il y en avait chez les gaullistes, il y en avait chez les communistes, moins dans la droite modérée, mais c'était quand même quelque chose qui existait. Ce quelque chose a disparu, et je pense que c'est le socle à partir duquel reconstituer en réalité une vie démocratique. Pour le reconstituer, il faut que les partis soient de véritables centres de pouvoir, comme ils le sont en Grande-Bretagne, malgré tout. Et pour qu'ils soient des centres de pouvoir, il faut que le mode de scrutin le permette. Et c'est la raison pour laquelle je suis un partisan du système anglais, c'est-à-dire de passer l'Assemblée nationale au scrutin uninominal à un tour, pendant qu'on passe le Sénat à la proportionnelle intégrale. Si vous faites ça, vous aurez 2 grands partis, un de droite, un de gauche. J'y vais à la louche, hein, mais vous aurez 2 grands partis, un de droite, un de gauche. Une fois que vous avez ça, vous avez une majorité sur laquelle s'appuyer, qui est une sorte de majorité collective, une majorité d'idées, de traditions, d'opinions, qui est une majorité collective qui ne dépend pas de l'élection du président de la République au suffrage universel. Et vous avez un Premier ministre qui est responsable, non pas vraiment devant le Parlement, il ne l'est même pas en Grande-Bretagne, mais devant le parti qui l'a nommé et avec lequel il a remporté les élections législatives, et ça modifie complètement la figure du président. À la fin, vous avez un président chef de l'État sur un mode portugais ou reine d'Angleterre. Vous pouvez lui laisser ou pas le droit de dissolution de l'Assemblée nationale, mais vous avez un Premier ministre qui applique une politique pour une durée de 4 ans, si le mandat est de 4 ans, à partir de partis qui sont désormais, à cause de ça, j'espère, plus ancrés dans la réalité sociologique et qui permettent au débat politique d'avoir lieu du sommet à la base et de la base au sommet sans recourir à l'émeute, parce qu'au sommet, il y a simplement une fine couche de technocrates branchés uniquement sur l'élu unique du suffrage universel, ce qui est un système quasiment custinien. Enfin, c'est la Russie d'autrefois, quoi. C'est Gogol. Donc, il faut absolument arrêter ça. Je pense que la seule manière, c'est un changement de mode de scrutin qui recrée des partis silos agrégeants autour de 2 grands axes, des fractions très importantes de la population. Alors, comment y parvenir? J'en sais foutre rien. C'est-à-dire que là, vous voyez bien que quand on va sortir, tout le monde va vouloir recommencer comme avant. Il y a les fanats de la 6e République, de modèle 4e, en réalité, vont ressortir leur truc. Ça va être le concours Lépine de la débilité politique, pendant que le système au pouvoir voudra se perpétuer au motif qu'il n'a pas fait si mal, que de toute façon, c'était la fois précédente, et qu'ils sont les meilleurs du monde pour éviter la victoire du populisme. Donc, si vous voulez, l'expérience montre quand même qu'on ne change de constitution qu'après une guerre ou quand on est au bord de la guerre civile. Nous ne sommes ni dans un cas ni dans l'autre, n'en déplaise à la rhétorique guerrière en usage. Donc, je ne vois pas du tout comment provoquer ça. J'ai même espéré à un moment, vous voyez, que, je ne sais pas, on pourrait faire le tour de France, convaincre des millions de gens
utiliser les procédures du référendum d'initiative. Vous voyez ce que je veux dire? Trouver un nombre suffisant de parlementaires pour faire inscrire et puis ensuite avoir plus de 4 millions de votants. Alors, mais malheureusement, ça ne marche pas en matière constitutionnelle, donc on l'a dans le baba. Mais enfin, en tout cas, faire quelque chose qui déclencherait le débat là-dessus. L'autre solution étant de prendre tous les anciens premiers ministres et tous les anciens présidents et de leur faire publier ensemble un manifeste disant l'expérience nous a montré que ça ne marchait pas comme ça. Mais aucun d'entre eux n'est prêt à signer un texte collectif de cette nature. Très bien. On travaille justement sur un manifeste. Alors, on n'a pas vocation à le faire signer pour l'instant à tous les anciens présidents, mais en tout cas, oui, l'idée d'avoir une dynamique et une démarche qui permettent de sortir de cette 5e République qui explique, enfin, qui justifie la manière dont les choses se passent aujourd'hui et la prédominance du chef de l'État sur les décisions, c'est vraiment essentiel pour nous. Émilie avait une Pardon, question. ne vous y trompez pas, ça n'est pas seulement la prééminence du chef de l'État, c'est un système d'ensemble. Ce que je veux dire, c'est que ce qui me frappe est que dans cette République bolivienne, le problème est moins la personnalité du chef de l'État que l'espèce de doctrine latente que la totalité de l'État applique et qui est la doctrine d'une administration médiocre, peu imaginative, formés pour être des exécutants et non pas des dirigeants politiques, et qui en fait arbitrent toujours vaguement entre la chèvre et le chou en compensant ça par de gigantesques efforts de communication. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question fondamentale, ça. Mais alors justement, je pense que Émilie aura un avis sur la question. Émilie, si tu es toujours parmi nous, et ensuite je donnerai la parole à Arnaud. Et François, si vous pouvez nous faire des réponses un tout petit peu plus courtes, même si c'est toujours un délice de prendre, mais si on veut prendre plusieurs questions, voilà. Vas-y, Émilie. Oui, bonsoir, merci beaucoup. C'est vraiment très riche et passionnant vos propos. J'aurais souhaité revenir sur deux sujets, à savoir l'application de tracking et l'utilisation des outils numériques et des données par l'État, et d'autre part, un peu essayer de prolonger le propos de Raphaël sur finalement le chemin pour mettre en œuvre une véritable réforme institutionnelle. Sur cet outil de tracking, on peut en effet se questionner sur la nécessité et la proportionnalité sur lesquelles vous avez insisté, et sur le fait que ça ne constitue pas, là encore, une forme de solutionnisme d'État, et aussi une forme d'incohérence. C'est-à-dire que si on veut, soit on veut éviter que les personnes entrent en contact avec le virus, et à ce moment-là, on met tous les moyens en place pour le faire, et donc à commencer par des moyens non technologiques, c'est-à-dire qu'on ne rouvre pas les écoles, on met en place des tests massifs, y compris des personnes asymptomatiques, et on diffuse largement des masques dans la population. Soit on veut que les gens entrent en contact avec le virus pour s'immuniser, et alors à ce moment-là, cet outil numérique, il est parfaitement inutile et contradictoire avec l'objectif politique principal. Donc du coup, même au-delà de la question de la restriction des libertés, c'est la question aussi de la cohérence politique, et peut-être aussi de cette forme de technocratie qui maintenant prend aussi les apparences de la technologie. Et sur la question des transformations institutionnelles, on voit bien qu'on a beaucoup de mal à se sortir des institutions de la Ve République. D'ailleurs, Mitterrand, qui avait dénoncé le coup d'État permanent, lui-même s'était accommodé des institutions de la Ve République. Donc, est-ce qu'il n'y a pas derrière la question institutionnelle une question de pratique politique et de personnalité politique? Alors, j'ai bien entendu que vous disiez que ce n'était pas forcément le sujet et qu'il fallait bien évidemment des institutions pour enserrer les comportements individuels, mais comment on va faire en sorte pour rompre avec cette culture du chef, cette culture de la verticalité, le fait que tous les 5 ans, on élise des demi-dieux qui forcément nous conduisent à être de plus en plus déçus de ces présidents de la République, et à nous jeter aussi un peu plus vers les bras des populistes. Et je pense que cette question de la manière dont on arrive à apporter et à diffuser cette réforme institutionnelle, elle est vraiment fondamentale. Est-ce que vous pourriez peut-être un peu aller plus loin sur ce sujet-là? Je vais en tout cas partager mes doutes ou mes interrogations, parce que je suis totalement d'accord avec vous sur les deux points. Je commencerai par le deuxième, en essayant d'aller plus vite que d'habitude. Sur le deuxième point, ce qui me paraît central, c'est quand même de bien réfléchir à deux choses. D'abord, vous dites du mal de la Ve République, je suis absolument d'accord avec vous, c'est-à-dire que je suis né sous la 4e, c'est pour ça.
la Ve République a quand même fonctionné tant bien que mal, y compris permettant l'alternance, la venue de ministres communistes au gouvernement, ce qui pour quelqu'un de ma génération était quand même quelque chose d'absolument ahurissant, jusqu'au moment où elle a disjoncté par l'effet, non pas seulement de l'élection du président de la République au suffrage universel, mais par l'excès de la médiatisation et surtout par la coexistence des mandats, c'est-à-dire par le quinquennat avec la coexistence des mandats. C'est ça qui l'a fait basculer dans la République bolivienne. Vous voyez ce que je veux dire? Elle ne l'était pas avant. Elle n'était pas avant. Chirac est élu président de la République, il déconne, il dissout une assemblée qui est à sa botte, il se tape Jospin. On peut ne pas aimer ça, si vous voulez, mais il y a un débat politique. Vous vous souvenez de cette époque? Il y a un débat politique, il y a un débat démocratique. On est pour ou on est contre, pour ou contre les 35 heures. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? L'atonie complète dans laquelle nous vivons a été provoquée par le quinquennat avec coexistence des mandats. Donc ça, je suis convaincu que c'est une chose sur laquelle il faut revenir. Pour ça que personnellement, je proposerais volontiers 4 et 6. Au-delà de ça, il y a un deuxième point qui me paraît important. Nous sommes le seul pays civilisé à fusionner le rôle d'incarnation et le rôle de gouvernement. Ça, c'est une question fondamentale. Je veux dire, c'est une question fondamentale. On le fait même dans une proportion que Louis XIV n'a pas connue, puisque Louis XIV était au moins limité par le rôle des parlements. C'est du bonapartisme au cube. C'est-à-dire que le chef de l'État est en même temps le chef de l'exécutif. Mais personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Les Portugais ont un chef de l'État élu au suffrage universel, mais ça n'est qu'un chef de l'État. Donc, l'élément absolument central, c'est de dissocier les deux. De dissocier les deux pour éviter au chef de l'État de devenir dingue ou d'élire des dingues comme chef de l'État, ou bien, mais pour une autre raison aussi, c'est que le chef de l'État, qui est en même temps chef du gouvernement, ce qui est le cas à l'heure actuelle, enfin, je veux dire, le Premier ministre est un vice-premier ministre au sens soviétique, ce n'est pas un chef du gouvernement au sens d'une république parlementaire. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'il est condamné à décevoir. Ou bien il se comporte comme un chef de l'État, c'est-à-dire Chirac, deuxième quinquennat après sa victoire sur Le Pen, et on dit c'est un roi fainéant, ou bien il se comporte en type agissant et on lui dit mais vous n'êtes pas un chef de l'État, vous ne représentez pas tout le monde, vous représentez simplement le camp qui vous a élu. Donc c'est une configuration impossible qui est de nature à générer l'émeute de manière permanente. Il faut donc absolument distinguer les deux catégories. Troisième point, je crois vraiment à ce que je disais, c'est-à-dire que pour empêcher la verticalité dans le système, on ne va pas y arriver par des sermons moraux adressés aux gars qui dirigent. Les gars qui dirigent, ils sont venus par l'ambition, par la soif de pouvoir, etc. Il faut élargir au maximum la possibilité pour les gens d'accéder à ces fonctions. Ceci ne peut se faire qu'en recréant une vie partisane, et on ne recrée une vie partisane véritable qu'en modifiant le scrutin. John Major, même Thatcher, même Blair, ils sont venus du Parti travailliste ou du Parti conservateur. Vous voyez ce que je veux dire? Et au fond, aux réserves sociologiques près qu'on peut avoir sur la structure de la Grande-Bretagne, je pense qu'une vraie recréation de partis puissants, ce qui ne peut se faire qu'avec une modification du mode de scrutin, aboutira à intégrer plus de gens et à renouveler en profondeur la classe politique. Arnaud, si tu veux poser ta question. Oui. Bonjour, j'espère qu'on m'entend bien. Merci beaucoup déjà pour cet échange. Moi j'ai une question concernant le monde d'après qui a été mentionné justement hier lors de l'allocution du président et la liberté. Donc en fait, une remise en cause de notre système actuel néolibéral vers un monde plus résilient au changement climatique et plus de justice sociale demandera nécessairement certaines restrictions. Donc n'est-ce pas un renforcement de la privation des libertés individuelles? Et si oui, comment est-ce qu'on peut conjuguer un système plus juste et liberté individuelle? Moi, je connais des gens qui pensent, mais ils sont probablement minoritaires, que la meilleure garantie des libertés individuelles, c'est d'avoir un système plus juste. Mais ça, si vous voulez, le moyen de l'obtenir ne me paraît pas absolument évident. Il y a des choses très contre-intuitives dans ce qui est dit à ce sujet. Par exemple, prenez ce qui se passe à l'heure actuelle. Pourquoi est-ce que nous sommes privés de notre liberté d'aller et venir? Prenons ce cas-là, c'est le plus simple. On est privé de la liberté d'aller et venir, c'est pas rien quand même. On est privé de la liberté d'aller et venir, on est privé d'une large part de notre vie privée. On souffre d'une sorte d'intrusion permanente, même dans nos pensées. C'est une période très pénible à cet égard. Et on l'est pourquoi? Parce qu'il y a une épidémie très grave et qu'on pense qu'elle serait plus grave si on n'était pas confiné. Pourquoi? Parce que comme ça a été dit, ah merde, je m'aperçois que j'ai oublié de répondre à la question qui me passionnait pourtant, c'était Mathilde, c'est ça, sur le tracking. Et bon, alors je vais en dire un mot là-dessus. Pourquoi? Parce que pourquoi est-ce qu'on perd cette liberté? Pourquoi est-ce qu'on est confiné? Parce qu'en réalité, et quoi que ce soit qu'on dise du tracking qui est complètement inefficace pour gérer une sortie de confinement,
ce qui revient à la question précédente de savoir pourquoi est-ce qu'on a inventé ce truc-là. Je pense qu'on l'a inventé parce que 4 bureaucrates ont imaginé que ça nous permettrait de vendre un brevet à l'étranger, pas pour autre chose que ça, certainement pas pour régler le problème de l'épidémie. On est donc confiné, et on est confiné pourquoi et conduit à une situation où on ne peut pas laisser tout le monde sortir parce que les capacités hospitalières et les capacités de réanimation seraient saturées. C'est ça la question. En fait, ce qui tire tout, c'est la structure du système hospitalier public. C'est celle-là qui nous ramène à la privation de liberté. Pourquoi ce système hospitalier public est dans cet état? Alors j'entends dire, notamment à gauche et à l'extrême gauche, j'entends dire c'est parce que c'est le libéralisme absolu, etc. etc. Ben, je ne suis pas absolument sûr. C'est aussi parce qu'on a laissé filer la dette et les déficits depuis 20 ans qu'on a été obligé de faire des arbitrages budgétaires homothétiques et de tout raboter absolument partout, y compris dans le système hospitalier public. Regardez l'Allemagne, qui, elle, est en situation budgétaire extrêmement différente. Elle a 4 fois plus de capacité de réanimation que nous et 20 fois plus de capacité de respirateur que nous. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, elle a pratiqué cette politique de contrôle de la dépense publique et des déficits qu'en général, à gauche, on assimile au libéralisme le plus abject et au plus absolu. Sauf que dans le cas particulier, c'est celui qui contribue le plus à avoir un service collectif efficient. Donc c'est une vraie difficulté. C'est une vraie difficulté. Et je crois que notamment à gauche, il faudra aborder froidement, comme Mendes France d'ailleurs l'avait fait à la Libération, cette question de savoir comment dire, quelle est la dose d'orthodoxie budgétaire intelligente qu'on peut introduire dans le système pour nous permettre de conserver des services publics en état. Et parce que nous les aurons conservés en état, nous ne serons plus exposés à nous voir privés de liberté ensuite. C'est une des questions les plus difficiles à faire, mais je crois qu'il faut l'aborder de manière directe. Ok, je laisse la parole maintenant à Jean-Baptiste. Oui, bonjour. Bonjour. Beaucoup pour votre intervention. Je me posais une question qui est un peu moins technique, un peu plus à l'échelle humaine, enfin humaine, je dirais sentimentale. C'est un peu la question de savoir comment résister à notre penchant à la servitude, étant donné qu'on est pris comme ça dans un monde de compétition très fort et on a tendance un peu à s'occuper de notre petit cas. Et donc, finalement, cette espèce de… Le fait qu'on sente que les choses soient gérées par des experts et des comités, etc., c'est un peu un côté rassurant. Et je sens qu'on a peut-être cette tentation de se dire, ben, finalement, c'est pas si mal. Donc, comment résister à cette tendance? Je trouve que la question que vous avez posée, pardon, hein, c'est pas pour faire une flatterie à la con, mais je trouve que c'est l'une des questions les plus profondes qui soit. En fait, quand on réfléchit à ce qui est en train de nous arriver, on se rend compte que notre capacité à accepter la servitude vient profondément de notre capacité à revendiquer une liberté purement individuelle. Et au fond, on l'a vu en matière de terrorisme. Parce que nous voulions continuer à aller boire des bocs en terrasse sans qu'on nous emmerde, on était tout prêt à ce qu'on contrôle les gars qui allaient sur les sites islamistes en dehors des conditions du droit commun. Et là, c'est bien parce que au fond, nous avons vécu dans une société incroyablement marquée par l'individualisme, et en particulier dans ce qui nous arrive maintenant, la préservation de la liberté individuelle, que nous avons sacrifié une large part de nos services publics. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes disposés à la servitude et à accepter le gouvernement de l'État, de ses experts et le gouvernement vertical, dans la mesure où nous sommes devenus des espèces de monades d'individus préoccupés uniquement d'eux-mêmes et de leur vie personnelle. Et en fait, il y a désormais un lien entre la liberté individuelle, au sens presque narcissique, vous voyez ce que je veux dire, et la servitude que l'État nous impose. C'est tout à fait nouveau. Au XIXe siècle, quand les gens luttaient pour la liberté, quand Hugo luttait pour la liberté, il luttait pour une liberté politique collective. Et il pensait que c'était une liberté collective qui rejaillirait sur chaque individu et dont les gouvernements le privent le peuple. Nous ne sommes pas dans ce cas-là. Nous ne sommes plus un peuple. Nous sommes une atomisation d'individus qui voulons continuer de vivre notre vie et qui, pour continuer à vivre notre vie tranquillement, sommes absolument prêts à accepter les dispositifs de contrôle absolu que l'État peut vouloir nous imposer. Et la difficulté de l'activité politique, dans le sens le plus profond du terme, dans les 10 ans qui viennent, sera, à mon avis, de retrouver une sorte d'espace collectif qui nous fera redonner à la liberté un sens général. Pour moi, la fraternité de la devise républicaine, ça n'est pas une fraternité solidariste consistant à dire ça serait bien que tout le monde, oui, que les riches de nos pauvres, etc. C'est une fraternité politique. Ça consiste à dire je veux que la liberté d'autrui
soit aussi considérée que la mienne propre. C'est le souci de la liberté d'autrui, c'est-à-dire une liberté altruiste, une liberté qui s'exerce à l'égard des générations futures, une liberté qui comporte de la responsabilité à l'égard de l'environnement, une liberté qui est très, en effet, je sais que c'est un des thèmes favoris de Raphaël, à la transmission. Une liberté qui soit une liberté qui aille au-delà des frontières de notre propre ego. Et je pense que le chemin à la fois intérieur et politique que nous avons à accomplir, c'est un chemin qui devrait nous amener à cette liberté-là. Et on avait aussi également plusieurs questions sur le mode de désignation des élus. Certains voulaient vous interroger sur le scrutin à la proportionnelle, par exemple, qui peut être, d'après Alexis, une piste de solution, alors qu'on constate que de nombreux pays où il est appliqué, que ce soit l'Espagne ou la Belgique, il y a l'affaiblissement des grands partis en même temps que la montée des extrêmes rendent la confection d'un gouvernement et d'une majorité complexe. Il y a aussi plusieurs demandes sur la question du tirage au sort pour avoir votre avis là-dessus, et notamment sur le Sénat. Et dernier élément aussi sur la composition du Conseil constitutionnel. Et Clara qui nous disait que c'était peut-être inquiétant que le président soit de facto membre du Conseil constitutionnel. Alors, il y a trois points. Je vais aller un peu plus rapidement. Je suis radicalement contre la proportionnelle pour la raison que je viens d'indiquer dans la réponse à la question précédente. Je suis radicalement contre parce que si vous voulez ôter le pouvoir au chef de l'État omnipuissant appuyé sur sa technocratie invisible, la seule manière de l'ôter, c'est de l'ôter au bénéfice d'une majorité parlementaire rigoureuse, absolue et indiscutable. Sans ça, ça sera quoi? Ça sera la quatrième, c'est-à-dire qu'il y aura des majorités aléatoires, comme on le voit en Belgique, comme on le voit dans d'autres États, comme on l'a vu longtemps en Italie, des majorités aléatoires dépendant de groupes charnières de 4 personnes, parce que c'est ça que produit le système proportionnel, et ça aboutit à la fois à la corruption du personnel politique, dans le sens le plus financier du terme, c'est ce qu'on a vu en Italie dans les années précédentes, et ça aboutit au gouvernement de la technocratie, puisque la technocratie est le seul élément qui ne change pas quand les gouvernements changent une fois tous les 8 mois. Donc la proportionnelle, je suis radicalement contre. Et je suis contre parce que ce que nous avons à faire maintenant, c'est à nous redonner, comme on le disait, une capacité de souveraineté, c'est-à-dire une capacité d'action. Capacité d'action, c'est dans la durée. Il n'est pas question que parce que 4 mecs font défection, le gouvernement se casse la gueule et qu'on reparte dans des querelles d'appareils, etc. J'ajoute que l'un des inconvénients du scrutin proportionnel, c'est que c'est un scrutin d'appareil. À la fin, c'est les partis qui décident qui va où, avec tout ce que ça suppose. Bon. Donc vraiment, je ne suis pas pour. En revanche, je ne suis pas pour dans ce qui doit être pour moi vraiment le forum central de la constitution de la majorité parlementaire, qui est l'Assemblée nationale. Je suis en revanche, par exemple, totalement partisan de supprimer le Conseil économique et social. Les débats, il n'y a aucune raison qu'ils aient lieu dans une espèce de conseil corporatiste de mode Vichy qui doit avoir lieu naturellement à l'Assemblée nationale. Donc on bazarde ces trucs qui ne servent à rien et on fait une Assemblée nationale élue au scrutin uninominal à 2 tours si on veut, à 1 tour comme je le propose. En revanche, le Sénat, vous pouvez le mettre à la proportionnelle parce que comme de toute façon le Sénat n'a pas la possibilité de renverser le gouvernement, c'est pas là que le débat de responsabilité aura lieu, mais ça peut aboutir à une représentation qui soit meilleure. Le deuxième point, c'était quoi? Ça, il y avait un premier point sur le premier point, c'est dans la question. Le premier point, c'était sur le tirage au sort. Le tirage au sort. Bon. Alors, le tirage au sort, je suis radicalement contre, bien que ça soit, si je me souviens bien, la recommandation d'Aristote, qui était quand même pas rien. Enfin, encore qu'il avait été le précepteur d'un dictateur fâcheux, mais je suis contre. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut restituer, c'est une capacité d'engagement aux citoyens. Quand vous êtes tiré au sort, vous vous engagez pas. Il faut s'engager en politique. C'est ça qui est bien. Et je suis contre le tirage au sort pour cette raison, si vous voulez. La démocratie représentative à laquelle je suis attaché repose sur l'engagement. C'est-à-dire, ça n'est pas la démocratie directe, elle repose sur l'engagement. Et ça c'est totalement incompatible avec le tirage au sort. Sur le Conseil constitutionnel, il faut aller très au-delà du fait que les anciens présidents de la République ne puissent pas y siéger. Il faut d'abord interdire que soit nommé membre du Conseil constitutionnel un membre désigné par un président d'une assemblée parlementaire qui ait eu à avoir une activité législative au cours des 5 années précédentes, parce qu'il est en situation de conflit d'intérêts absolument évident. Il faut évidemment interdire au président de la République de désigner un ancien candidat à l'élection présidentielle ou un ancien membre de son gouvernement, ou etc., ce qui me paraît absolument élémentaire. Une fois que vous avez fait tout ça pour prévenir l'ensemble des biais, parce que l'essentiel dans une juridiction, c'est que la femme de César soit inattaquable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que personne ne puisse penser qu'on rend une décision parce que, au fond,
on a conservé de l'amertume, du ressentiment, etc., etc. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut, à mon avis, rompre totalement avec cette idée de nomination des personnalités politiques, d'une manière ou d'une autre. Et je suis partisan de m'orienter progressivement vers un système de sélection complexe faisant intervenir le Parlement, et on désignerait plutôt des magistrats auxquels on donnerait le droit d'exprimer des opinions dissidentes, ce qui confortera leur autorité, le fait que les gens les connaissent, et ce qui nous permettra enfin une justice constitutionnelle qui ne soit pas celle du Togo. Merci. On va prendre une dernière petite série de questions avant de conclure. Thomas, si tu veux bien ouvrir les micros des personnes qui sont au téléphone, si certaines veulent poser des questions. Thomas, tu me dis quand c'est OK. Il n'y a qu'une seule personne au téléphone et j'ai ouvert le micro. Ah, d'accord, il n'y a qu'une seule personne au téléphone et il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Alors, Jean-Philippe a une question sur les cultures les plus avancées sur les libertés. Je t'en prie, vas-y Jean-Philippe. Ouais, bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention, très intéressante. Je me disais, par rapport à ce que vous disiez sur les fameuses monades individualistes, finalement, de l'horizon que vous pouvez dresser dans d'autres pays, où est-ce que vous trouvez des choses, parce que l'individualisme, c'est quand même beaucoup développé dans les pays occidentaux, donc est-ce que vous voyez quand même malgré tout des endroits où la liberté altruiste est plus engagée? Assez curieusement, mais alors après, chacun a son tropisme, vous voyez, enfin, chacun a ses espèces de préférences comme ça, et je pense que comme tous les gens qui ont été dressés à l'école des libertés publiques, oui, j'ai un tropisme pour l'Angleterre. L'Angleterre est un pays très étrange parce que, au fond, ils ont une construction politique et juridique qui est beaucoup plus que la nôtre, orientée sur le citoyen et les droits du citoyen. Et cependant, ils ont beaucoup plus de facilité que nous à les restreindre d'eux-mêmes en période de guerre ou de situation difficile. On l'a vu au cours de la Deuxième Guerre mondiale, on le voit même là maintenant. Alors que nous fonctionnons à l'inverse, c'est-à-dire que nous avons une préférence idéaliste proclamée absolument partout pour les droits, et nous sommes prêts immédiatement à abdiquer les droits de tout le monde pourvu que les nôtres propres soient protégés. Ce qui est tout à fait… Donc, je vais pas, si vous voulez, tout pays est le produit de son histoire politique, constitutionnelle, anthropologique, religieuse, que sais-je encore. Donc l'Angleterre, on voit très bien d'où elle vient. Donc je ne serais pas partisan, je ne pense pas qu'on puisse transposer comme ça le modèle anglais. Mais à chaque fois, l'Angleterre, c'est un pays qui m'est très proche parce que à chaque fois que j'y suis, je me trouve soulagé de trouver un pays où les droits de la personne sont vraiment au centre de la construction politique et qui, en même temps, dans les périodes extrêmement graves, comme au cours de la guerre, fait preuve d'un civisme absolument sans faille et d'un très grand sens de la vérité. Vous savez que si la BBC était écoutée par tout le monde pendant la guerre, c'est que Churchill faisait donner les chiffres exacts de ses pertes en avion au moment de la bataille d'Angleterre, ce qu'aucun autre pays belligérant n'a jamais fait. Benjamin, dernière question sur l'égalité d'accès. Oui, bonjour, merci beaucoup, vraiment passionnant. Ma question va porter, alors, je mets de côté, je vous rejoins, la question du tracking, de l'efficacité de cette application, mais tant que tout ça a été mis de côté, ma question va être sur, d'un point de vue du droit, peut-on porter une telle application qui est inégalitaire en termes d'accès? Je m'explique, je travaille pour une association qui s'appelle Emmaüs Connect, on fait sur la question de la précarité numérique, et force est de constater que, de fait, cette application va avoir une inégalité d'accès, puisqu'un certain nombre de publics, parmi lesquels les seniors, les publics en fragilité sociale, qui sont d'ailleurs très souvent les publics les plus potentiellement atteints du Covid, ne vont pas pouvoir accéder à cette application parce qu'ils ne savent pas utiliser un smartphone ou n'en ont pas. Donc, ma question, c'est est-ce que d'un point de vue constitutionnel, on peut porter une telle application qui porte en elle-même une inégalité de service entre les citoyens? Votre réponse, c'est une très bonne question de droit. Je pense qu'il faut la regarder en détail, hein, parce que ce genre de truc se regarde en détail dans la jurisprudence constitutionnelle, mais je pense que c'est un argument qui est extrêmement fort. L'application, en ce qu'elle permet à quelqu'un de savoir si elle est mise en contact avec quelqu'un qui a le Covid, cette application, en fait, est une application inégalitaire pour les raisons que vous venez de dire.
Par parenthèse d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais ce qui me frappait également et ce qui me paraissait extrêmement contestable, c'est la délégation à une appli privée d'une tâche qui, après tout, est une tâche de sécurité sanitaire, qui est traditionnellement une tâche de l'État. C'est qu'il y a une grande jurisprudence qui interdit de déléguer les activités de service public. On tombe exactement dans ce cas-là. Je réserve cette idée. Mais quand même, en effet, c'est inégalitaire. Le droit constitutionnel admet l'inégalité lorsqu'elle est en rapport avec le but de la loi. Si le but de la loi fiscale est d'égaliser les conditions, il est bien normal que les riches soient plus taxés que les pauvres. C'est une inégalité au détriment des riches. Mais elle est normale puisque c'est bien ce qu'on se propose de faire. Si là, on se propose de lutter contre la pandémie et qu'en plus, comme vous le dites, les personnes souvent, les vieux, ceux qui sont dans la rue et tout, sont plus vulnérables que les autres, alors cette application, elle est inégalitaire dans une mesure qui va à rebours de ce que la loi veut faire. Et là, elle devient à ce moment-là inconstitutionnelle. Je suis convaincu que c'est un très bon argument. Par ailleurs, vous aurez remarqué, puisque vous vous occupez de ce type de personnes, que ça a été l'un des grands impensés de cette affaire. C'est-à-dire quand on a dit aux gens rentrez chez eux, rentrez chez vous, ça supposait qu'ils en aient un. Enfin, je veux dire, moi, je suis arrivé chez moi, mais c'est vraiment pour de bourgeois, quoi. Il y a plein de gens qui n'ont pas de chez eux, les réfugiés, les gars qui dorment dans la rue, etc. Et ceux-là, qu'est-ce qu'on en fait? Le caractère tout à fait saisissant des débuts du confinement là-dessus. Ma femme, Ayam, qui a fondé l'association Pierre Claver, a fait un très bon article que vous trouverez, qui s'appelle Les oubliés du confinement, qui doit se trouver sur le web quelque part, et qui décrit exactement ça. Et ça, c'est une vraie, cause il y a eu pour moi deux causes de troubles humains dans cette période. Ça a été ça, les gens qui sont dans la rue et tout, les réfugiés, les demandeurs d'asile, et puis cette rupture anthropologique considérable qui fait que nous avons tous collectivement accepté de laisser mourir les vieux sans aller les voir. Ce qui est véritablement un changement de paradigme de civilisation. Merci. On en profite si vous n'êtes pas complètement pressé pour vous poser encore quelques questions. C'est bon. Aurélie, ta question, s'il te plaît. Alors, il faut… Ouais. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonsoir à tous. Oui. Et d'abord, merci pour ce débat et pour votre intervention. C'est vraiment très intéressant. En fait, la question que je me posais, c'est un petit peu la place qui est actuellement l'autorité judiciaire actuellement dans le débat démocratique qu'on vit, dans le rôle que doit jouer l'autorité judiciaire dans la défense des libertés individuelles, puisque c'est normalement un rôle constitutionnel. Alors, j'ai essayé de ne pas rentrer d'être trop technique, ni de rentrer dans le débat juridique. Mais la question, c'est quel est déjà le rôle en fait, du juge judiciaire pour pouvoir défendre les libertés fondamentales. Alors, je ne parle pas des cours suprêmes de la Cour de cassation, mais vraiment des juges judiciaires de base, en fait. Et également, quelle perspective pour une éventuelle réforme constitutionnelle pour assurer une véritable indépendance des juges judiciaires par rapport à l'exécutif pour qu'ils puissent rendre des décisions de manière sereine, puisque actuellement, donc il y a déjà eu des débats au cours des années précédentes sur l'indépendance du parquet par rapport à l'exécutif. Bien que le siège soit indépendant, on constate également que la carrière des magistrats est toujours gérée par l'exécutif. Donc voilà, est-ce que ça ne pourrait pas être aussi des pistes de réflexion, peut-être pour améliorer l'état de droit? Si, c'en est certainement, vous avez raison là-dessus. En gardant quand même en mémoire un élément de réflexion que je vous soumets, c'est que, ayant maintenant 30 ans de pratique de ce monde-là, je suis peut-être plus pessimiste que vous ne l'êtes. Je m'explique. Pendant très longtemps, on a considéré globalement que le pouvoir politique était répressif et que le juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, avait un rôle fondamental pour faire respecter les libertés individuelles, d'où la nécessité qu'il soit indépendant, que le parquet soit indépendant, qu'évidemment les juges du siège soient indépendants, mais que le parquet soit indépendant, etc. D'abord, l'expérience historique est quand même très inquiétante. Quand vous regardez l'histoire de la magistrature française, elle s'est couchée devant tout le monde. Elle s'est couchée dans le Premier Empire, devant le Second Empire, dans le régime de Vichy, devant tout le monde. Le pacte de Varsovie serait arrivé à Paris, vous auriez eu les mêmes magistrats porteurs de l'étoile de héros d'Union soviétique envoyant tout le monde au goulag. Donc, il y a là-dessus, je vous conseille de lire le magnifique journal de l'occupation de Maurice Garçon. Il y a
5 pages sur l'état d'esprit de la magistrature au début, qui sont, lisez-le, vous verrez, Garçon était un très grand défenseur des libertés, et c'est assez affligeant. Donc, je ne jette pas l'opprobre sur la magistrature entière, mais au moins sur le préjugé qui veut que les magistrats soient… Ce qui m'amène à votre deuxième question, qui est le problème de l'indépendance. Voilà. L'indépendance des magistrats du siège est acquise. L'indépendance du parquet, si vous voulez, le parquet, dans mon expérience, il est tout aussi répressif que le ministre de l'Intérieur. Ils s'adorent, ces gens-là, c'est les mêmes. Et s'il est indépendant, il sera tout aussi sévère à l'égard des libertés publiques, que ne l'était un parquet soumis au gouvernement. Donc l'idée sur laquelle les libertés seront mieux défendues parce que le parquet est indépendant, à l'usage, à l'expérience, vous voyez, me rend profondément sceptique. Je pense qu'en réalité, dans un système de droit positif, la meilleure défense des libertés, elle s'exerce au sommet par les normes constitutionnelles ou des cours suprêmes qui vont interdire aux juges, qu'ils soient du siège ou du parquet, de prendre des décisions attentatoires aux libertés publiques. Parce que si vous leur laissez la possibilité de les prendre tout seuls sans avoir des normes suffisamment fixes, mais en période de difficulté comme aujourd'hui, il y aura aucun… Mais écoutez, je vous donne un exemple très simple. On a utilisé en matière de gilets jaunes, à Paris en tout cas, là où je le voyais directement, massivement la garde à vue comme technique de maintien de l'ordre. Je ne sache pas qu'aucun magistrat ait démissionné devant ce qui est une violation absolument caractéristique de ce que représente la garde à vue en matière de privation de liberté individuelle. Mais non. Et le procureur de Paris recommandait d'y aller à cheval, en avant. Et il aurait été indépendant, ça aurait été tout à fait pareil. Car enfin, s'il voulait faire un autre métier que celui de répressif, il n'aurait pas choisi le parquet. Hein, il aurait choisi l'arboriculture. Donc je suis pas… vous voyez ce que je veux dire? Je ne pense pas que l'idée de l'indépendance suffise à elle seule. Voilà. Merci beaucoup, François Sureau, d'avoir permis d'enrichir la réflexion. Comme je le disais tout à l'heure, on est en train de rédiger un manifeste, et donc tous les sujets qu'on a abordés ce soir viennent vraiment enrichir tout ce qu'on a déjà un petit peu phosphoré tous ensemble, que ce soit sur l'exercice du pouvoir et la posture de nos élus, et particulièrement celle du chef de l'État, sur le rapport à la vérité, sur également la Ve République et les institutions, la répartition des pouvoirs et le manque de contre-pouvoirs qui affaiblissent finalement l'État et la puissance publique. Également, on a abordé le sujet de l'état d'urgence et donc de toutes les mesures de privation de liberté qui s'appliquent dans un contexte aussi de montée en puissance de grandes firmes et multinationales du numérique qui viennent directement concurrencer les États, et tout l'enjeu des données dont on a parlé, et de l'État qui en vient même à proposer de lui-même la mise en place d'une application de tracking. Et puis enfin, on a abordé plusieurs sujets, la question de une potentielle fin de l'état de droit et un délitement peu à peu de la liberté. Et puis ensuite, différentes questions sur le mode de désignation des élus, sur finalement sur l'égalité d'accès au numérique, etc. Voilà, je ne vais pas résumer tous les débats de ce soir. Je vais laisser le mot de la fin à Raphaël, mais simplement pour dire que en ce moment, nous, voilà, on se pose vraiment beaucoup de questions, et notamment sur ce qu'on appelle la stratégie du choc, comme l'appelle Naomi Klein, c'est-à-dire le fait que les moments de crise peuvent être des moments de bascule, que ce soit en termes de passage en force sur des réformes néolibérales qui affaiblissent l'État, les services publics, et qui comportent des reculs des droits, et notamment des reculs des droits, notamment là des travailleurs à l'heure actuelle, mais également potentiellement aussi des réformes liberticides. Et on se pose évidemment la question de la responsabilité de la puissance publique dans tout ça, mais aussi des citoyens dans ces reculs, parce que la liberté, elle se fait à deux, comme vous aimez le dire. Et qu'il y a aussi une demande sociale de plus de sécurité, de protection, mais également de besoin de liberté. Voilà, donc c'est
plein de chantiers pour tous nos militants, nos adhérents et puis plus globalement pour la gauche sociale écologiste. Donc merci beaucoup à vous. J'espère que ça vous a plu toutes et tous. J'étais ravi, moi. Ouais. Et je laisse le mot de la fin à Raphaël. Non, merci infiniment. Donc, déjà à Mathilde, Thomas, à toute l'équipe qui organise les débats du confinement, parce que c'est absolument fondamental qu'on réfléchisse. On est cloisonné, mais on peut quand même penser ensemble. Et merci infiniment, vraiment, François Sureau, parce que je pense qu'on a tous ressenti la même chose en vous écoutant sur Inter un matin, à un moment où il y avait plus de débat possible, en fait, où on avait tous l'impression qu'émettre la moindre critique, c'était commettre un crime contre notre nation. On a tous eu une sorte de bouffée d'oxygène au cœur de notre confinement en vous écoutant et en écoutant votre attachement aux libertés publiques et à l'esprit républicain, qui est un esprit critique et un esprit qui fait usage du bon sens, qui est la chose du monde la mieux partagée en théorie, en tout cas. C'est la théorie qui fonde la démocratie, c'est le préjugé qui fonde la démocratie. Et donc, c'est vraiment un honneur pour nous que vous soyez venus et un plaisir infini. Et en vous écoutant, en fait, je vais faire une confidence. En vous écoutant là, je me disais, mais pour vraiment aboutir à une respiration démocratique, il faudrait qu'il y ait quelque chose, quelqu'un qui vienne d'en dehors du système politique avec comme seule mission de porter la réforme de ces institutions. Donc, voilà, enfin, moi, je suis persuadé que votre rôle public n'est pas du tout fini, ne fait que commencer. Et je souhaite vraiment, vraiment que votre voix porte parce que, au fond, faire respirer notre démocratie, ça permettra ensuite d'engager les réformes nécessaires. Mais c'est le premier pas. On n'en peut plus de ce système vertical, de cette technostructure qui décide à la place du politique parce que le politique s'efface. Et voilà, on a envie d'être des citoyens. Donc, merci de nous faire nous sentir des citoyens, surtout dans un moment où on a souvent l'impression d'être pris pour des demeurés. Merci. Merci à toutes et tous et très bonne soirée. On se retrouve du coup jeudi pour le prochain débat du confinement. C'est ça, Thomas ? Et pour rappel, avant qu'on vous donne le thème, tous les débats du confinement sont accessibles et ensuite transformés en podcast. Donc, vous pouvez tout à fait les écouter, les réécouter à l'infini, réécouter François Sureau à l'infini. Ça arrive dans les prochains jours, mais vous pourrez retrouver sur la page Facebook de Place Publique Paris l'ensemble des podcasts des précédents débats du confinement. Et donc, jeudi, Thomas, 18h. 18h sur le tourisme dans le monde post-Covid-19 avec Joséphine Comte. Voilà, le tourisme, grand sujet. Merci beaucoup à toutes et à tous. Ah, et Brigitte, tu t'es trompée, tu as fait un partage d'écran. Il faut que tu arrêtes ton partage d'écran. Très bonne soirée à tous. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans le chat avant de partir. Et puis, à bientôt. Merci. Au revoir. Merci François. Merci. Mathilde.